Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à cette représentation des Grandes Gueules. Nous vous retrouvons ce matin avec beaucoup d'entrain, aussi beaucoup de motivation justement, pour poursuivre et faire perdurer cette vocation, vous servir les clés de compréhension de nos actualités. C'est cela notre vocation de tous les jours. Et vous pouvez faire partie de ce programme en nous écrivant au plus 224 657 39 13 13. Donnez votre avis, votre opinion sur les sujets que nous abordons. Ils seront relayés à l'antenne. Et puis, si vous êtes sur X, faites le hashtag espace GG suivi de votre message. Là également, il sera rendu ici même à l'antenne par Aïssa Toussané, qui nous tiendra compagnie du début à la fin de cette émission. Et au menu de ce matin, justement ce matin renouvelé des Grandes Gueules, nous abordons un sujet en lien avec l'accès à Internet, donc les télécoms. L'RPT aurait-elle donc pris une mesure ultime? Nous vous en dirons davantage. Ce qui est sûr, pour le moins, c'est que les médias qui ont résisté, qui ont refusé de mourir jusque-là, sont désormais partis pour être mis à l'éteignoir. Vous verrez ce qu'il en est avec cette nouvelle mesure. Et puis, nous aborderons la gouvernance de la transition où les forces vives, donc le Forum des forces sociales de Guinée, a failli rencontrer le Premier ministre hier. Nous vous en dirons davantage. Mais au-delà de ce sujet-là, nous aborderons cette déclaration des forces vives de Guinée, une déclaration à prendre très très au sérieux. Et puis nous terminerons avec un expert, un invité. Il aborde avec nous le sujet des mines. Pour lui, il faut un nouveau modèle de gouvernance des mines guinéennes. Pourquoi le dit-il? Quel est son modèle? Sur quoi s'appuie-t-il? Autant de questions justement à devoir lui poser pour le compte de cette émission. Merci à vous toutes, merci à vous tous de nous avoir préférés encore ce matin. Mohamed Ali est avec nous. Bonjour Mohamed Ali. Bonjour Maké. Bonjour. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Ah, ben voilà, c'est raté. C'est raté, je te le dirai après. Non. Jacques Léoléno, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Très bien. Jacques Sekoundou. Daouda. Apprenez pas à m'écouter. Non, c'est pas ça. Il va dire aux gens. Non, c'est pas ça. Parce que c'est ton petit nom que tu n'as pas envie de dévoiler aux autres. Ah bah non. Mais non, ça n'a rien à voir. En fait, je m'appelle Baka. Ah non. Tu vois? Très bien. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Maké. Bonjour, bonjour Tamba, bonjour à tous. Puisque tu tiens à Maké, c'est Maké. C'est Maké. Maké. Ah ben voilà. La prononciation. Et tu sais ce nom? Non, attends, ce nom. Non, ok, attends, je prononce bien à partir de là. C'est Maké. Maké. Très bien. Très bien. Donc, à partir de maintenant, on remplace Tamba par Maké. C'est un nom que l'on donne à quelqu'un de généreux. Très bien. Qui donne, Maké est qui offre. Donc, c'est un très beau nom. Mais il n'est simplement pas le mien, c'est pourquoi je ne le revendique pas. Ah, c'est pour qui? C'est à mon grand-père. Ah ben voilà, Ouais. donc mais tu as apporté le nom. Maké. Non. Bon, si tu le veux, appelez-moi Zachary Maké. Tamba Maké Milimou. Non, Maké tout Et puis simplement, ça c'est marche. plus court en plus. Maké. Oui, Maké. Ça marche, il n'y Maké, a aucun voilà. problème. Tamba c'est Jacques c'est Koundou. Oui. Oui, Koundou. C'est pas Koundou. Non, mais Koundou. C'est Koundou. Ah, Parce que quand tu dis Koundou, ça donne. C'est Koundou. Ça renvoie à Koundou. Tu as vu, Voilà. c'est Koundou. Koudou. Voilà. Voilà, c'est ça. Non, toi c'est plus difficile à prononcer. Koudou. Non, c'est pas Koundou. Ah, C'est Koundou. Koundou. Les grandes C'est Koudou. Voilà. Oui, on avait besoin de. J'aurais bien C'est-à-dire fait de. on se demandait, mais il est où? Et là, tu es là. Et on le sent. Je suis là, bien présent. Il y a quand même cette précision. La liste des membres du gouvernement qui a circulé partout, c'est pas encore bonne liste. c'est donc Sénégal, hein. une liste fake. On parle du Sénégal. là. Justement, Du parce Sénégal. que moi je me suis pris vraiment hier avec, parce que j'ai vu dans la journée 2 listes. D'accord. Et j'ai même discuté avec Madame So, parce que sur une liste j'ai vu ministre du tourisme et des transports, et un peu plus en bas j'ai encore vu ministre du tourisme et de l'artisanat. D'accord. Je me suis dit, ben écoute, je comprends pas. Mais quand j'étais en pleine édition de 18h, et 2 de mes éléments sont venus, et l'un après l'autre,
la liste est sortie, j'ai dit, ben, les deux, peut-être, ne peuvent pas me mentir. Et bon, j'en ai fait juste une brève. Donc, tu as lâché le truc. J'ai lâché le truc. Et c'est après, quand j'étais en chemin pour la maison maintenant, je suis sur RFI, j'écoute, on attend toujours la liste du gouvernement. Je m'en suis vraiment pris. Tu as servi le truc. Jusque ce matin, et voilà, il fallait vraiment revenir. Hier, notre contact m'a dit que ça devait sortir à 15h, autour de 15h. Mais à 12h déjà, nous étions assis oui, là, on a vu. Et on a vu premier petit tic. Bon, après, plus tard, je me suis informé. Lui-même, le Premier ministre a dit... Les grandes gueules. Les prochains jours. Oui. C'est dans les prochains jours. Et le discours du président Bassirou Diomaye Faye, l'adresse à la nation, à l'occasion donc du 4 mars, ça m'a laissé entendre justement que ça prendrait un petit temps. En tout cas, ça s'ouvrirait j'imagine, à tous les bords. Oui, parce qu'il a annoncé beaucoup de chantiers. Je dis pas que la mise en place du gouvernement va attendre la réalisation de ces chantiers, mais il y a quand même des chantiers. C'est un mandat dans les grandes lignes. Tel que le dialogue avec la classe politique pour statuer ou s'entendre sur le mode électoral, le changement de l'OGE, l'organe de gestion des élections. On partirait donc les grandes gueules à la CENI. Une CENI avec plus de moyens. Une CENI avec plus de et moyens. Plus de prérogatives, dit-il. Ce qui veut dire que peut-être le Sénégal opterait pour le modèle qui est tenté dans des pays comme et qui ne marche nôtre pas. Et qui ne marche pas. Maintenant, est-ce que ça veut dire, parce que nous on disait qu'avec l'administration du territoire, du côté donc du ministère de l'Intérieur, du côté du Sénégal, on a pu avoir des élections que tout le monde a jugé de l'extérieur crédibles et transparentes. Et d'ailleurs eux-mêmes ils l'ont dit, que ce soit en 2012, en 2019 plus ou moins, mais en 2012, tout le monde a dit c'était transparent, bien avant. En 2002, je crois, c'était aussi transparent. Pourquoi on opte cette fois pour aller à une commission électorale nationale indépendante avec plus de moyens? Ils sont sénégalais, ils sont donc mieux placés pour pouvoir décider. Mais encore une fois, de l'œil d'observateurs étrangers, et surtout en tant que Guinéens, nous qui avons d'abord expérimenté les élections avec l'administration du territoire sous Conté, et puis à partir de 2007 on est passé à la CENI, on n'a pas vu de grands changements. On a vu toujours que celui qui organise les élections, il a plus de chances de s'offrir la majorité. Peut-être avec quelques exceptions près, les législatives de 2013 qui ont permis l'avènement d'une force politique d'opposition à l'Assemblée nationale ici en Guinée, avec Célou qui s'en est sorti avec une trentaine de députés, l'UFR qui s'en est sorti avec 10 députés, et puis l'UFR qui a été remorqué. D'autres à l'époque. Pas nécessairement. Si, à l'époque. Oui, évidemment, il y avait des alliances. Il y avait des alliances. L'UFR n'aurait jamais eu ce résultat si Cellou Dalein n'avait pas généreusement offert des places. C'est une alliance. Oui, mais bon. Et dans l'alliance, chacun donne à l'autre. Oui, mais l'UFR a été remorqué. À l'époque, c'était encore quelque chose. C'était encore un parti qui avait une assise. Donc c'est plus un parti. Les élections, ce sont des alliances aussi. Ce sont des alliances. Ce sont des alliances. Quand je pense par exemple... Le RPG ne serait jamais au pouvoir en 2010. L'UFG n'avait pas, à l'époque, l'UFG n'avait pas besoin de l'UFR. C'est ça la vérité. Attention. Quand je pense à une commune comme les partis remorqués, on les connaît, en fait. Mais l'UFR a été remorqué sur les législatives. Mais attention, les partis qui ont été remorqués, c'est ce qu'on a fait croire aux gens. Aboubacar, sinon, c'était pas la réalité. Non, c'était pas les partis. C'était des partis en fait. Ce n'était pas des partis. Aboubacar Silla et Mokhtar Diallo, c'était eux qui avaient été remorqués. C'était pas leur parti. Non, mais c'est leur parti qui les a désignés. Évidemment, c'est à cause de leur parti politique, mais c'est eux individuellement. Alors que l'UFR et l'UFDG, c'était vraiment une alliance électorale. L'UFDG devrait accompagner à Conakry, ici, l'UFR à Kaloum, à Matam et à Matoto. Voilà. Et l'UFR a gagné les 3 communes. Et finalement, l'UFR devrait accompagner l'UFDG donc à Dixine et à Ratouma. Ça a permis à l'opposition de gagner la capitale à cette époque. L'UFDG gagnait Dixine sans problème. Mais l'UFR avait quand même un bon candidat à Kaloum.
Oui, je suis d'accord. Voilà. Sur le cas Baïdi, je suis d'accord. Baïdi Haribo mais à Matam, bien parti c'est grâce à l'UFR. À l'UFDG, je m'en souviens bien. Voilà. Donc, en gros, ces élections-là, on a vu une CENI qui a permis quand même de donner des résultats qui ont été acceptés par une frange importante de la classe politique, à part bien sûr Lansana Kouyaté, qui a estimé qu'il avait été sérieusement qu'il avait été victime de fraude électorale en Haute-Guinée, ce qui ne lui a donné que 2 sièges à l'Assemblée nationale, et lui, son propre siège, il ne l'a pas occupé. Sa députée, donc Zalikatou, est allé d'abord en électron libre, et puis finalement va décider de rejoindre le RPG Arc-en-Ciel pour toujours. J'ai dit donc qu'une CENI n'a pas encore été, pour nous Guinéens, une solution véritable. Ça n'est une pour le Ghana. On continue de citer ça en exemple. C'est un organe indépendant qui organise des élections qui souffrent d'aucune contestation, ou alors de moins de contestation. En tout cas, le Nigeria aussi. Le Nigeria aussi. Jusqu'en 2017, c'était bien. Oui. Une CENI, je crois que ça l'est encore. Donc, ça relance donc le débat sur les choix d'organes de gestion des élections. Vous voyez, au moment où le Sénégal dit on veut aller à la CENI, nous en Guinée, on veut revenir, on veut revenir à l'administration du territoire. Donc, chacun essaye, en fonction de ce qui marche, de faire son choix. Mais après, c'est chez nous, on dit, c'est le référendum qu'on va organiser avec l'administration du territoire. Est-ce que pour d'autres élections, on va revenir à un organe de gestion indépendant? C'est vraiment des réflexions. Alors, il y a quand même une grande leçon que moi, c'est-à-dire de bout en bout de cette élection présidentielle sénégalaise, voici la leçon que j'en apprends. Lorsque les institutions sont éprouvées, donc dans des moments critiques de la marche des États, lorsque les grandes institutions sont éprouvées, il faut des hommes forts. Et je crois que ce qui manque à notre pays, c'est pas qu'on n'en ait pas, mais ceux qui sont préposés à ces institutions-là, à mon avis, il manque de ce caractère d'homme fort qui permet. Je n'utiliserai pas d'homme fort. Je parlerai plutôt d'homme intègre. Parce que si c'est la force, elle écrase. L'intégrité, c'est si c'est la force. C'est dans ce sens, l'intégrité. Dans le sens de l'intégrité, parce qu'on voit un peu l'effort qui écrase et qui continue d'écraser jusqu'à enterrer. Donc, moi, je me dis, le problème chez nous, il est institutionnel. En grande partie, oui, mais il est fondamentalement dans l'intégrité des hommes. Parce que, pourquoi on soupçonnerait par exemple un département ministériel comme le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui fait ses preuves dans d'autres pays, dans l'organisation des élections, pourquoi on ne l'aimerait pas chez nous? Mais quand tu as un ministre de l'administration du territoire qui ment 23 heures sur 24, comment on peut lui faire confiance? Il y a cela comme problème. Un ministre de l'administration du territoire qui ferme son téléphone après une rencontre avec les acteurs politiques, qui sont les partenaires privilégiés du département, qui ferme le téléphone après un accord trouvé pour des travaux éventuels, et qui ferme son téléphone ou qui refuse carrément de répondre aux appels, ça devient un problème. Lorsque un ministre de l'administration du territoire affiche clairement sa volonté, son envie de militer pour un homme, vous ne pouvez pas quand même lui faire confiance pour la transparence d'une élection que lui, il organiserait. Vous ne pouvez pas faire confiance à un ministre ou à un ministère composé de militants qui ont été cooptés pour meubler les départements sectoriels, que vous fassiez confiance à ce ministre-là pour dire qu'il va organiser des élections transparentes. C'est notre souhait que les dépenses soient limitées, que l'intégrité caractérise un peu le processus électoral dans notre pays, que l'honnêteté des hommes soit avérée et que les acteurs se sentent, à l'aise en participant à une élection. Qu'il n'ait pas l'idée, en partant à une élection déjà, je vais juste parce qu'il faut, par formalité, mais je ne vais pas gagner parce que. Que chacun parte à ces élections avec la conviction
que je suis capable de gagner ou je suis capable d'avoir les suffrages qui me reviennent. Mais lorsque vous avez l'organisateur qui ne vous inspire pas confiance, vous avez des éléments décentralisés qui ne vous inspirent pas confiance, qui font preuve de zèle par moment quand il y a prise de parole ou il y a des activités qui doivent réunir les partis politiques, qui affichent tout de suite leur appartenance, leur faible pour un certain nombre d'acteurs, vous ne pouvez pas leur faire confiance. Mais je rappelle quand même qu'avec cette affaire de CENI, qui est-ce qui compose la CENI chez nous? Ce sont les acteurs politiques, en grande partie. On donne la tête à la société civile. Et cette société civile, nous la connaissons dans notre pays. Ce sont des sociétés civiles qui portent le manteau des sociétés civiles, mais à l'intérieur, le corps n'est pas société civile. Le corps est politique, le corps est militant. Cela dit, à l'heure des charges, je connais un président de la CENI, tout récent, qui nous vient de la société civile, comme dans la plupart des cas. Daouda, il n'a jamais vu le visage de ses gardes du corps. Voilà. Ces gardes du corps ils venaient directement de la présidence. Encagoulés. Même s'il devait signer un acte, le garde du corps devait le lire avant qu'il ne le signe. Voilà. Président de la CENI. Et comment voulez-vous que ce dernier... Comment lui peut travailler librement? Et on lui a clairement dit de continuer à vivre ou de mourir ne dépend que de toi. Voilà. Un commissaire, paix à son âme, qui est décédé, quand le débat s'est posé sur une CENI technique, il a dit qu'il est bien d'accord pour une CENI technique. Mais la technicité dont on parle, est-ce qu'on peut la départir des convictions politiques des uns et des autres? Parce qu'aujourd'hui, il est difficile, on ne dira pas qu'il est impossible de trouver d'hommes carrément neutres dans notre pays, mais il est difficile d'en trouver. Il dit on va trouver des techniciens, on va les mettre là. Des gens intègres. On va avoir des techniciens, mais le mieux disant va les amener à prendre des positions en faveur de ce mieux disant. Donc leur intégrité, c'est ce qui doit primer, et que l'État, la nation, la patrie prime chez eux que les intérêts qu'ils peuvent avoir ou ce qu'ils peuvent apporter à un ou à un autre candidat. C'est ce qui m'étonne un peu dans la démarche du nouveau président du Sénégal. Parce que moi, je continue à dire que ça marchait jusque-là avec le ministère de l'Intérieur. Oui. Ça, c'est toi qui le penses, hein, te couper la parole. En réalité, nous, c'est la présidentielle que nous avons vue. Oui. Les législatives, il y en a eu. Je sais que le parti de Sonko, à l'époque, avait gagné 44 députés sur 165 et qu'il pensait qu'il mériterait mieux. Et que c'est la faute, justement, à l'institution organisatrice de ces élections-là qui revenait, qui n'était pas suffisamment indépendant. Ce que je suis en train de dire, c'est que, vous savez, on dit souvent en polar, en fait, c'est lui qui est à la Mecque, c'est à Médine, il voudrait y aller. Ceux eux, ils ont quelque chose d'autonome. Mais ils pensent que l'autonomie ne les sert pas. En fait, ça ne permet pas la promotion. C'est-à-dire qu'ils ont fait plus d'efforts pour être là où ils sont. S'il y avait une commission électorale nationale indépendante qui a moins d'influence du président ou du camp présidentiel, pas simplement la présidentielle, mais les législatives et les élections locales auraient pu leur servir avant. Donc il faudrait que ceux qui viennent après eux ne puissent pas traverser ce que eux ils ont traversé. C'est leur façon de voir les choses. Deuxième chose, que je pense que c'est notre commission électorale nationale indépendante qui n'a pas fonctionné. Qui ne fonctionne pas. Oui, parce que ailleurs, même chez les voisins sortis de guerre... Malheureusement, ce sont nos politiques même qui ne fonctionnent pas. La différence existe à ce niveau. Nos politiques ne fonctionnent pas. Et ce sont nos politiques qui composent nos commissions électorales indépendantes, ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Et ceux on a tous, depuis une semaine, je remarque, à défaut d'être des militants de Sonko depuis quelque temps, nous parlons couramment des élections au Sénégal, nous remarquons quand même que là-bas, les politiques, les hommes politiques ont pris le dessus, ils ont un certain niveau d'acceptation d'une situation, donc ils ont une certaine indépendance qu'ils ont ancrée déjà et qu'on peut pas enlever. Donc, arriver à enlever autonomie pour indépendance ne renforcerait justement que la situation qui existe au Sénégal. J'entends bien ça. Peut-être qu'ils veulent aller vers ça. Il n'y a rien. Peut-être chez nous, il y a... Enfin, quand j'ai dit, il n'y a rien. Quand je dis ce qui me surprend, c'est que
ils ont opté, dans la sous-région, je crois c'est l'un des rares pays, sinon le seul, qui a laissé le ministère de l'Intérieur organiser des élections jusqu'ici. Oui, on peut noter qu'au niveau des élections à la base, des élections locales, des élections législatives, qu'il y ait peut-être des démarches qui n'ont pas plu à ceux qui appartenaient à l'opposition jusqu'ici et qui sont maintenant au pouvoir. Mais puisqu'ils ont décidé de lutter à la fois contre la corruption et de renforcer la gouvernance, je verrais mieux, en tant que, bien entendu, si j'étais sénégalais, c'était de dire on renforce les capacités ou donc cette indépendance au niveau de l'administration pour que l'administration continue à travailler parce que ça marche déjà pour la présidentielle. C'est quand même, si vous voulez, le troisième président en exercice qui vient pratiquement d'être battu parce que Macky Sall, c'est son visage qui n'était pas là, mais son candidat était là. Donc après Diouf, Wade, c'est Macky Sall qui a été poussé à la porte, non pas par la force, non pas par les militaires, mais par les urnes. Et les élections ont été organisées par le ministère de l'Intérieur, jusqu'ici. Alors si on en vient à opter pour un changement, j'ai dit je suis un peu surpris parce qu'ils avaient si vous voulez, un organe de gestion électorale, donc le gouvernement, qui avait acquis une certaine confiance auprès de la classe politique. Et d'ailleurs, vous avez un système judiciaire aussi qui répond bien. Hein, le Conseil constitutionnel qui a eu un comportement qui, est bien entendu, est aujourd'hui salué par tous. J'ai dit que si on peut renforcer ces institutions-là, c'est mieux, de mon point de vue, que d'aller vers la création d'une autre institution. Mais encore une fois, je ne suis pas sénégalais. Ils sont sénégalais, ils sont mieux placés pour pouvoir préciser. Donc, la question n'est pas fondamentalement quel type d'organe organise des élections. C'est dans la crédibilité. Et la crédibilité, le ministère de l'Intérieur du Sénégal l'a d'une certaine façon, même si la crédibilité n'est pas totale. Pour les CENI, nous avons le Ghana, mais nous avons aussi le Libéria qui vient de nous donner un exemple. C'est cela que je parlais. Et puis le Nigeria dont tu parlais. Donc il y a quand même des CENI qui fonctionnent dans certains pays. Et puis pour la sous-région, encore une fois, c'est seul le Sénégal qui avait l'administration du territoire qui continuait à asseoir une certaine conviction ou, si vous voulez, de positivité auprès de la classe politique. Nous avons donc certainement, définitivement un problème d'hommes. On espère que ceux qui peuvent tenir, ceux qui peuvent résister et imprimer une marque d'intégrité dans la gestion, de la conduite de la chose publique puissent émerger. Moussa Hierro, bonjour. Bonjour Zachary, bonjour à tous. Très bien, nous allons marquer cette virgule et derrière, on revient en Guinée et on va parler de ce communiqué de la RPT. Très bien, retour donc en studio, ici, oui. Retour à studio et retour sur le sujet. Bon, d'accord. Bon, en vérité, si c'était pas, bon, comme c'est toi, parle. Si c'était pas Djadja, je n'allais pas revenir. Non, mais en fait, je pense que je commencerai par ta conclusion. En fait, en Guinée, on a un problème d'hommes. Parce que nous savons qu'on dit souvent d'avoir des institutions fortes, mais il faut que ces institutions fortes soient dirigées par des hommes de conviction, des hommes de caractère, des hommes qui puissent dire non à un moment donné, à un moment où on ne s'y attend pas, tel que ce qu'on vient de vivre au Sénégal ou dans d'autres pays, dans d'autres grandes nations. Même en Afrique, ici, on a vécu des situations où le pays, presque on se dit que va basculer, mais vous avez un homme qui se dit non. Le pays est plus important que nos personnalités. Le pays est plus important que ma personne, que la personne qui décide, par exemple, de changer les règles du jeu à la dernière minute. On a vécu cela au Sénégal. Et le peuple, généralement, il décide. Les peuples qui sont suffisamment matures décident de la destinée du pays, décident que le pays doit aller de l'avant, décident que les hommes ont une vie limitée, mais que la nation demeure. C'est quand même curieux, comparé au cas guinéen, de voir que tout l'establishment administratif et une grande partie de la population ait suivi ce projet de troisième mandat, la tête baissée, et voici où ça nous a conduit. Imaginez, il y a combien de personnes qui ont décidé de ne pas suivre ce projet de troisième mandat. Toutes les personnes, elles peuvent se compter sur le bout des doigts. Elles ne sont pas nombreuses. Et quand elles ont décidé dans l'administration, c'est des personnes qui ont été carrément mises à l'écart. Je me dis qu'à un moment donné, il vaut mieux être mise à l'écart, entrer dans l'histoire
que le pays retienne qu'à un moment donné, vous avez su dire non, que de continuer et de plonger le pays dans le chaos. Parce que c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Nous avons vu des gens dire non, il faut lui donner la chance de terminer son travail. Des choses de ce genre. Comme s'il y avait un homme providentiel. Comme s'il y avait un homme providentiel, nous, comparé au Sénégal. On a acquis l'indépendance avant le Sénégal. Aujourd'hui, on est en train de s'inspirer de ce pays-là. On est en train de tout lire là-bas, que ce soit les réalisations. Oui, on les envie. On est en train, alors que, en fait, on les dépasse en tout. Côté indépendance, on a été les premiers. Côté richesse naturelle, sous-sol et tout, on les dépasse. Côté, en fait, je ne comprends pas. Je ne comprends. On a carrément un problème d'hommes, un problème de personnes. Des personnes qui se disent la Guinée d'abord, nous ensuite. Mais je pense qu'à un moment donné, comment on construit ce type de personnes avec ce. Je pose la question. J'ai ma petite recette, mais c'est devenu tellement rare dans le pays que. En fait, tu poses la question. La question se pose aujourd'hui. Il n'y a pas une école pour ça. Il n'y a pas un centre de formation pour ça. Nous avons des textes de loi qui doivent être appliqués à la lettre et dans la grande rigueur. Non, justement, le problème c'est ça. Les textes sont là, mais j'ai dit ça doit pour les appliquer. J'ai dit ça doit être. C'est ce que je dis. Ça doit être appliqué. Parce que si on dit aujourd'hui que qui va le faire, ça veut dire qu'on n'a plus d'espoir dans ce pays. Je ne trouve pas que c'est simpliste, mais la question a tout son sens. Je crois qu'il faut même une étude sociologique, M. Tamba, vous qui êtes sociologue. On va dire à Dr Bano. Pour comprendre. Au fait, je pense que le Guinéen a tellement été habitué à faire ce que dit le chef. C'est-à-dire quand le chef a dit, c'est-à-dire c'est comme si c'est Dieu qui a parlé. Non, mais même si le chef est dans le tort, on préfère être là de son côté que d'être du côté de ceux qui regardez, on parle du chef. Diadia, je te laisse parler lui-même. Directeur général. Directeur général ici. Je vois comment on entre le saluer. Tu veux parler de Jacques? C'est apeurant, oui. C'est apeurant. Tu veux parler de Jacques? Je veux parler de Jacques. Jacques, pour le moins, on sait qui est Jacques. C'est un ouvert, mais je vois quand même ses collaborateurs, comment ils viennent. Ils viennent le saluer. Tu sais pourquoi ça se fait comme ça? Tu sais pourquoi ça se fait comme ça? Généralement, dans certaines entités, peut-être pas pour le cas de Adafo, dans certaines entités, les gens ne sont pas situés sur ce qu'ils doivent faire effectivement, c'est-à-dire avoir une lettre de mission, se dire que par exemple au quotidien, voilà la tâche que je dois accomplir et au quotidien je dois rendre compte. Si je n'accomplis pas cette tâche-là, voilà ce qui m'attend. Si vous savez qu'en une journée, voilà ce que vous devez faire, vous n'allez pas perdre votre temps à aller saluer le chef parce que vous savez que si vous n'obtenez pas ce résultat-là, le chef est là et il vous rappelle là à l'ordre. D'accord. J'ai parlé avec une dame qui a été ministre. Donc la question, c'est pas dans les organisations, c'est pas les performances que les gens observent, mais c'est certainement les activités. L'attention que les gens ont, le respect, tout ça. Regardez, dans certaines institutions internationales, chez nous ici, est-ce que les gens vont saluer les chefs? Les gens vont directement dans leur bureau. Il y a le mail pour ça, si vous devez échanger. Vous ne partez même pas dans le bureau du chef. Si vous savez qu'il y a quelque chose, il y a le mail, il y a le téléphone qui est là. Vous l'appelez et voici ce qu'on doit faire et tout. Mais on parle des chefs ici. Partez dans la circulation. Partez dans la circulation où il n'y a pas un policier. Voyez ce que le Guinéen lambda fait. Est-ce qu'il respecte la circulation? Est-ce qu'il évite de créer une troisième file? Est-ce qu'il évite de brûler le feu? En fait, il faut construire le Guinéen. Parce qu'il y a un problème jusqu'à la base, de la base au sommet. Pourquoi? Parce qu'au sommet, on ne donne pas l'exemple. Et ceux qui sont en bas se disent, tant pis, si les chefs même viennent, qu'est-ce que moi je dois faire? Vous voyez un véhicule 4x4 VA ici qui vient, il crée une file, vous avez d'autres qui suivent derrière, les citoyens lambda. Ils accourent, ils suivent. Personne ne respecte la loi dans ce pays. On commence, et on parle de corruption. On commence où? Et on parle de corruption. On commence où? On ne respecte pas la loi, mais on respecte le chef. On respecte le chef. C'est ça. Il faudrait que nous ayons des hommes, comme cette dame qui a été ministre des petites et moyennes entreprises à un moment donné, qui est revenue des États-Unis, la femme de Silaba, Madame Ramatoulaye. Elle m'a dit à un moment donné, elle dit, chaque matin, les gens ils viennent dans mon bureau. Tous les jours, les gens ils viennent dans mon bureau pour me saluer. Je leur ai dit, mais vous n'avez rien à faire. Pourquoi vous venez dans mon bureau?
Les gens n'ont pas besoin de venir dans son bureau tous les matins. Il y a un autre ministre qui m'a dit ça. On va passer te saluer. Il dit, mais vous allez venir me saluer pourquoi? Pourquoi? On fait une délégation. Et ça, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Quand une personne... Regardez la dernière fois quand le Premier ministre a été nommé. C'était la fête chez lui, ça dansait. Les gens ont envahi sa maison. Les gens ont envahi sa maison. En fait, je me dis qu'à un moment donné, il faut construire le Guinéen de la base au sommet. Qu'on se dise que je ne passe pas par cette voie-là parce que je sais que quelqu'un me regarde. Ou bien, mais parce que quand vous partez de l'autre côté, le feu est rouge, personne ne passe. Pas parce que le policier est peut-être juste à côté, il y a certaines personnes qui brûlent partout dans le monde, il y a des récalcitrants, des prévus galeuses. Mais la majorité sait que je ne dois pas faire ça. Il y en a un qui m'a dit, bon, parfois je vole, mais quand je suis avec les enfants, j'évite carrément. Pourquoi? Parce que les enfants, il faut les construire. Ils doivent grandir avec la mentalité selon laquelle, ça c'est la loi, je ne dois pas passer outre. C'était le sens de ma question. On commence par où? Je crois, l'éducation à la base, vraiment que dans les familles, dans la maison. Il faudrait quand vous êtes ça. Dans la voiture avec vos enfants, par exemple, il est interdit de manger quelque chose et de jeter, de baisser la vitre et de jeter, que vos enfants sachent que la rue n'est pas une poubelle. Ça commence par là, en fait. Mais je pense qu'on a de sérieux problèmes. Il faudrait qu'il y ait des hommes. On en a eu quelques-uns qui se comptent sur les bouts des doigts. L'Ousseini Fall, à un moment donné, il a rendu le tablier. Par exemple, commencez par l'esprit de se dire qu'il faut rendre le tablier. Commencez à un moment donné. L'image de Gassama. Le tablier, tu sais ce qu'il y a en bas. Le tablier là. Le tablier était déjà salé. Voilà, le tablier là. Il était rendu comme il ça. était lourd. Il était très lourd. Il était trop lourd. Oui, trop même. S'il ne rendait pas ça. Le tablier de Gassama n'était pas lourd. Regarde. S'il ne rendait pas ça, c'est le tablier qui allait le rendre. Le tablier de Gassama était lourd aussi. Est-ce que le tablier de Gassama était lourd? Non. Le tablier de Yero Baldé n'était pas lourd non plus. Le tablier de Cheikh Sako n'était peut-être pas lourd non plus. Je ne sais pas. Mais à un moment donné, il faudrait qu'il y ait des gens... Dans l'histoire des démissions dans ce pays, dans l'histoire des démissions, il faut faire attention. Il faut dire qu'ils ont démissionné, point barre. Non, on va avancer. Non, je pense qu'il y a des gens, qui ont donné le ton. À part ça, il faudrait qu'à un moment donné, que le citoyen même, qui veut avoir des chefs modèles, se dise, moi-même, qu'est-ce que je fais? Parce que quand on parle de corruption, nous-mêmes, on entretient la corruption. En effet. On dit que non, c'est pas bon de faire ça, mais quand tu as besoin de quelque chose, tu vas quelque part, tu donnes un peu pour faciliter la chose. Donc, c'est de la base au sommet. Très bien. Cet homme modèle-là, il faut le construire, on en a besoin. Mais la Guinée a tout pour ne pas stagner, vivre la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais qui nous sortira de cette affaire? C'est un Guinéen. Il faut ce Guinéen modèle pour nous sortir de ça. Mais apparemment, on ne sait pas d'où il vient, d'où est-ce qu'il va venir. De quelle société, il viendra de Guinée, évidemment. Tout ça, mais le type de société que Dieu le cache encore quelque part. Il a grandi. Mohamed Ali, qui souhaite réagir à cela. Non, je suis complètement d'accord sur ce qui est en train d'être dit, à quelques exceptions près, parce que je trouve que, quoi qu'il en dise, nous avons... Moi, honnêtement, j'ai pas envié sur quelque plan que cela soit aujourd'hui, que ce soit les Sénégalais ou même les Nigérians de l'autre côté. Je trouve que ils sont arrivés là où ils sont parce qu'ils ont fait ce qu'ils devraient faire conformément à ce qu'ils vivent sur leur territoire, à leur aspiration. Nous sommes là où nous sommes pour les mêmes raisons. Je trouve qu'on a des valeurs, par exemple, qu'on vienne saluer le chef. Moi, je trouve pas ça que cela soit que cela soit fondamentalement mauvais, parce que tant qu'on n'est pas obligé à venir saluer le chef. On sait que dans nos maisons, on nous apprend le matin, tu te lèves, tu salues ton supérieur, même pas le papa seulement. Tu salues papa, tu salues maman, tu salues dans d'autres endroits, même les grands frères. Tu salues le matin, tu leur présentes du respect. C'est différent. Ça sont nos valeurs. C'est comme quand un étranger vient te prendre. Pour moi, c'était pas différent. Se réveiller le matin, dire bonjour, ne veut pas dire aller au bureau, faire le tour du bureau, laisser son travail. Non, il y a des chefs, quand vous venez même pas les voir, ils disent que lui, Allah arrête Kanago. Ah ben voilà. Et puis après. Et tu trouves ça normal? Mais c'est ce qu'on est en train de dire. En fait, c'est ce qu'on dénonce. C'est pas normal. En fait, vous ne comprenez pas. J'ai dit qu'on a des valeurs tant qu'on n'est pas obligé à venir le faire, justement. Je trouve que c'est pas mauvais. Tant que vous n'êtes pas obligé. Maintenant, il y a un chef qui dit, lui, il vient pas me saluer, c'est qu'il veut l'obliger. Dans ce cas, c'est mauvais. Mais en réalité, moi, venir le matin, partir saluer mon rédacteur en chef ou mon directeur de télévision, tant que je suis pas obligé, je trouve que c'est très aimable et c'est respectueux de ma part. Et ça, c'est une valeur que nous avons. C'est comme quand l'étranger vient chez nous. On est capable de sortir de nos chambres conjugales pour donner à un étranger qui vient d'arriver. On est capable
de sortir le repas de nos enfants pour donner à un étranger qu'on ne connaît même pas, mais qui vient d'ailleurs. L'hospitalité, c'est différent. Je vais dire que ces valeurs-là, nous les avons. Ça ne se passe pas ailleurs. Des pays dont nous envions, ça ne se passe pas comme ça. Quand vous venez, vous n'êtes pas invité, mais vous n'êtes pas tout simplement invité. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous. Donc, si nous devrions construire le Guinéen, ce n'est même pas quelqu'un qui viendra, c'est à nous-mêmes de se poser les questions. Je comprends pour les Sénégalais. Par exemple, les générations d'aujourd'hui ont vu les transmissions de pouvoir, en fait, et de leur vivant. En fait, vous voyez, Senghor, il était vivant quand il a transmis le pouvoir. Vous savez pourquoi ce débat il est pertinent? Cette analogie avec le Sénégal, par le même temps, le Sénégalais, et c'est ce qui se dit, en tout cas dans, si vous voulez, dans les discours de sens commun, on dit que le Sénégalais est un grand fraudeur. Je ne sais pas si vous avez suivi l'anecdote où ils ont vendu un margouillat à la place d'un crocodile. Tu as quand même le terme de 2000. 2000, est-ce que c'est 10 000, est-ce que c'est 2000, est-ce que c'est 12 000? Maintenant, comment est-ce qu'ils font justement? Qu'est-ce qu'ils ont pour que, s'agissant de la chose publique, il y ait une meilleure gestion? Tamba, toutes les communautés ont leurs propres problèmes. Mieux vaut qu'on n'entre pas dedans, que ce soit les Sénégalais ou les autres pays. En fait, c'est parce que nous sommes Guinéens que nous parlons de la Guinée de cette manière-là. Si les Sénégalais vous parlent du Sénégal, vous n'avez pas envie d'être Sénégalais. Oui, mais par le même temps, ils nous offrent un meilleur exemple qu'on n'a pas su offrir au monde. Oui, c'est vous qui estimez d'ailleurs que c'est un meilleur exemple. Moi, j'écoute, Dieu est mes témoins, que j'écoute certaines personnes sur ces élections-là, ils n'ont pas le même avis que nous. Mais politiquement, en réalité, je suis en train de dire, on peut les concéder parce qu'ils ont leurs arguments. Mais n'entrons pas dans ça. Parlons de nous les Guinéens, puisque c'est de ça qu'il s'agit en fait. Je suis en train d'expliquer que nous en Guinée, j'étais en train de faire la comparaison avec le Sénégal sur le plan politique. On a vu Senghor transmettre le pouvoir à Diouf, Diouf qui transmet à Wade. Ils sont tous vivants. Nous ici, on a attendu que quelqu'un a attendu qu'il meure au pouvoir et d'autres ont pris et lui aussi il est mort au pouvoir. Donc on est allé plutôt dans la culture ils ont été contraints de céder par le peuple. Qui par exemple? Wade ne voulait pas partir. Non, si Wade ne voulait pas. Écoutez, écoutez-moi. Moi, je trouve qu'un président en exercice qui a l'armée, qui a etc., et qui ne veut pas partir, a quand même la possibilité de faire le minimum de dégâts avant de partir. Ou bien il s'accroche. Oui, il s'accroche fondamentalement. Mais je trouve que s'il n'y a pas eu de dégâts à la dimension des autres pays, parce qu'on a vu quand même des pays où les gens tombent. Il y a eu des dégâts et des gens sont morts, madame. Parce que le peuple est mature, parce qu'il y a des morts. Il n'y a pas une histoire de peuple est mature. Des gens sont morts avant que Wade ne quitte. Des gens sont morts avant que Macky Sall ne quitte. C'est ce que les opposants sont en train de dénoncer. Mais je suis en train de dire que s'ils s'étaient approchés, mais Alpha n'est pas parti. Oui, alors si vous comprenez ce que je suis en train de dire, en fait, le peuple peut exprimer la volonté, mais si le chef qui est là, il n'entend pas ça, s'il ne pense qu'à lui, évidemment, il va s'accrocher. Oui, mais sinon, si vous voyez, pas penser à pardon, il y a quand même une pour organiser tout ça, il y a quand même une grande différence avec la Guinée. Le peuple a atteint sa limite en Guinée. Quand on dit que notre peuple il est résigné, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On est sorti dans les rues, il y a eu des cas de mort, c'est pareil pour le Sénégal, mais il y a une limite à l'action du peuple. Et à partir de cette limite-là, il appartient aux élites d'assumer leurs responsabilités. Aux institutions. C'est ce que nous n'avons pas. C'est ce que nous n'avons pas. Tamba, la limite du peuple se trouve au sein du peuple même. À un moment donné, on arrête de parler de peuple, on parle tout simplement de Peul, Malinké et Soussou, et vous le savez. Oui, mais ça, c'est notre réalité. Et c'est ce qui divise nos Ça, c'est notre réalité. Oui, qui aurait pu nous aider? Alors, cette réalité. L'arbitrage appartenait aux institutions. Mais ces institutions. Mais quand la Cour constitutionnelle regardez la catastrophe dans laquelle nous nous trouvons. Aujourd'hui, ceux qui sont en train d'appliquer la loi, c'est ceux qui étaient des enfants d'hier qui ont vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous qui sommes en dehors de ces institutions-là, sommes appelés à faire les lois qui seront appliquées à nous prochainement. Le fait est que c'est un cycle qui est en train de tourner et on n'arrive pas à s'en sortir dedans, en fait. Le problème Donc pour toi, le problème n'est pas lié aux institutions. C'est nous qui créons les institutions. Je repose la question. Est-ce que c'est lié aux institutions ou pas? Le problème n'est pas lié d'abord aux institutions. Les institutions sont une partie du problème. Et c'est le problème en second. On s'entend. Notre problème, c'est nous-mêmes. Tamba, c'est ce que je suis en train de dire. Mais on a dit ça depuis le début. Je vais aller rapidement. Mohamed Ali. C'est tellement la même chose, mais on emprunte un chemin différent. C'est tellement juste. Tu vas me laisser finir, Tamba. Oui, mais rapidement, pour que l'autre aussi intervienne. Rapidement. J'étais en train de dire qu'au Sénégal, ils ont un repère. Un président qui ne veut pas quitter le pouvoir, c'est dire, ah, quand même, Senghor a quitté, il était vivant, il n'est pas mort.
Diouf a quitté, il était vivant, il n'est pas mort. Que telle personne a quitté, Wade a quitté malgré, il est vivant, il n'est pas... Quel repère nous avons? Quel Guinéen, quel jeune Guinéen, à qui est-ce qu'un jeune Guinéen voudrait ressembler par exemple? Moi j'ai fait une petite expérience dans une salle de classe. J'ai demandé aux étudiants à qui est-ce que vous voulez ressembler en Guinée? Qui est votre modèle? Eh bien vous allez être étonné de leur modèle parce que pratiquement ça n'existe pas. Il n'y a pas intellectuellement quelqu'un qui constitue un modèle en Guinée. Il n'y a pas politiquement quelqu'un qui constitue un modèle en Guinée pour les jeunes Guinéens. Vous entendrez, je vais être Bill Gates, je vais être Ablaye Wade. Je vais être telle personne de... On n'a pas de repère. Et tant qu'on n'a pas de repère, ça n'existe pas parce qu'on n'a pas. Il y a des gens qui veulent les Takana, Zahir. Allons-y, Jacques Léo. Donc je trouve que ce problème-là, on doit régler ce problème. Takana, c'est une étoile. On a un problème. Ouais. Je voudrais on peut en m'appuyer discuter sur, si tu veux. Je pense qu'il y a des informations dans ce je voudrais m'appuyer sur le combat du peuple. Parce qu'il y a beaucoup de batailles qu'on a commencé ici. Les autres s'en sont inspirés et puis ils ont obtenu des résultats. En 2008, 2009, jusqu'en 2010, c'était... Ils avaient appelé ça le combat contre la vie chère. Je crois que c'était ça l'expression. Il y en a eu un peu partout. Au Burkina, avant même 2014, il y a eu ça au Sénégal. Partout en Afrique, il y a eu ces mouvements qui vont naître après. C'est parti de quoi? C'est parti de janvier-février 2007 ici. Parce qu'il y a eu un monde qui s'est levé pour dire non, nous ne pouvons plus accepter de supporter ce qui nous est imposé. Nous souffrons beaucoup. Il y a eu une mobilisation de taille. C'était l'ensemble des préfectures de Guinée qui s'étaient levées. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Un premier ministre. C'est juste ce qu'on a eu. De 8 heures. Avant d'avoir Kouyaté. Avant d'avoir Kouyaté. C'est juste... Eugène Camara. De toutes les façons, c'est juste un premier ministre qu'on a eu. On n'a pas eu de changement véritable. C'est derrière nous que le Yanamar va naître au Sénégal, que le ballet citoyen va naître au Burkina Faso. Ouais. Eh bien, ils ne sont pas restés à mi-chemin, ils sont allés jusqu'au bout. Ils sont allés jusqu'au bout de leur bataille. Parce que les institutions. Dès qu'il y a une nomination, on a dit c'est mon grand qui a été nommé. Non, la société civile a commencé à se désagréger en ce moment-là. Et donc, c'est arrivé au niveau de là-bas, les institutions n'acceptent pas que le débat arrive à ce niveau, de qui est nommé, de qui n'est pas nommé. Il y a un objectif. C'est ça mon propos de ce matin. Et les institutions jouent leur rôle pour éviter justement il faut que sur chaque segment de l'espace public, chacun joue son rôle. Les médias font leur travail, la société civile doit faire le sien, mais il y a des niveaux où ce n'est plus le peuple qui parle. Ce n'est plus le peuple, ce sont des intellectuels, ce sont des institutions. La question que je te pose, à ce moment-là, qui protège les institutions dans ce cas? Non, parce que pour pouvoir jouer son rôle, il faut bénéficier d'une protection. On est d'accord? Écoute, ce que je dis, c'est qu'il y a un risque qui a été pris lorsqu'on veut s'opposer à un président comme Macky Sall. On prend un risque, on a le courage de dire non au président de la République. Et ça, on n'en a pas pour le moment en Guinée. Sonko l'a dit. Vous pensez que les institutions l'ont soutenu, ont soutenu la vérité. Attendez. Vous pensez qu'en Guinée, des gens n'ont pas... Quel est face à ce que tu... Il a incarné l'institution et voilà en fait, le risque, c'est de dire qui protège le représentant de l'institution. Oui. Quand on se met dans la logique à dire si je joue mon rôle, si j'assume ma responsabilité, qui va me protéger? Dans ce cas, nous, on ne serait plus dans ce studio. Toi non plus. Tamba, je te donne... Non, mais tu es d'accord avec moi. Non, si tu étais dans cette logique, tu ne serais plus dans ce studio. Non, je suis pas du tout d'accord avec toi. C'est pourquoi je vais te poser la question. Qui te protège, toi? Quel est Fassal? Je donne un exemple. Qui te protège? Qui te protège, toi? Je te pose juste enfin. Bon, je répondrai. La loi. Mais toi, qui te protège? Me protège les institutions. Eh bien, eux aussi, c'est pareil. Pourquoi ils ne le font pas? Je suis en train de dire que Tamba, Kelefa par exemple, quand il a prononcé son discours et qu'il a quitté la tête de la Cour constitutionnelle, il s'est passé quoi? Et pourtant lui, il aurait pu s'opposer contre Alpha Condé. Tous ceux qui se sont levés contre le troisième mandat d'Alpha Condé, là ils ont... Laissez-moi avoir sur la foi d'éléments réels qu'on a exposés ici et pour lesquels il n'y a jamais eu de contradiction. Permettez-moi de m'opposer à cette thèse. Ah, quelle est par exemple? Permettez-moi de m'opposer à cette thèse. J'ai déjà eu le temps de le dire. Oui. J'ai pas besoin de revenir là-dessus. Ne reviens pas là-dessus. Voilà. Aujourd'hui, Kelefa est considéré comme un... Oui, il est considéré. Ou pas? Il est considéré. Vous le considérez? Mais quelle est la vérité? Mais ce n'est pas une question de vérité. Alors, même ce qui a été exposé, Tambassi, nous partons sur cette base. Oui. S'il n'y a pas eu de contradiction, s'il n'y a pas eu de... Il n'y en a pas eu. S'il n'y a pas eu de contradiction. C'est plutôt un appel qu'on a reçu. Venez voir comment on peut calmer cette affaire.
C'est ce qui s'est passé. Pour moi, s'il n'y a pas eu de contradiction, quand même, c'est parce qu'on trouve que c'était pas est dans cette nécessaire. logique, et que les choses peut-être ont été exposées d'un point de vue tout simplement parce qu'il y a d'autres explications. Alors, si ce n'est pas le cas, ce qui lui a fait mal dans ce cas, c'est cet exposé. Même si on se réservait de ne pas faire cet exposé afin qu'il reste à la tête de l'institution. Peut-être que lui, il aurait eu l'audace de s'opposer paix à son âme au troisième mandat d'Alpha Condé. Je suis en train de dire qu'il n'y a personne qui protège, même ceux qui prennent des risques à la tête de nos institutions pour s'opposer à des forfaitures. Ça se passe de la même manière au niveau des départements. Et je maintiens au niveau des passations de marché. Je maintiens simplement que cet exemple-là n'est pas le bon sur ce cas spécifique. On va marquer. Et je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord que cet exemple n'est pas le bon. Parce que l'incarnation de l'institution, l'homme... C'est pas une personne. C'est pas une personne. Quand même. Voilà. On va pas une personne. Il a laissé 8 conseillers. C'est un débat sur lequel nous reviendrons certainement un de ces jours. En tout cas, continuez le débat de votre côté. Dites-nous ce que vous en pensez. Comment faire émerger un Guinéen nouveau, fort, qui soit intègre et qui puisse résister à toutes sortes d'aléas pour assumer ses responsabilités face à la loi, face au peuple et face à Dieu. C'est donc une question qui se poursuit. Aïssa Toussané sera avec nous dès l'ouverture de la deuxième partie, justement, pour rendre compte, justement, de vos avis, de vos réactions. On marque cette pause et on se retrouve derrière.